Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'industrie du futur, sur la thématique l'industrie du futur au service de la santé au travail et de la performance. Donc nous allons parler un peu technologie, robotique, mais pas que. Nous allons beaucoup parler aussi de l'humain. Donc pour parler de ces différents sujets, je suis accompagné d'experts et d'intervenants. Donc Alain Balsière de la CARSAT qui vous parlera des postes de travail, Jean-Christophe Blaise de l'INRS qui va nous parler de robotique et de cobotique, donc un petit peu plus technologie. Ferdinand Monéger et Malvan Boutin de l'entreprise AFOS vont vous parler de l'intégration d'automatismes sur des postes de travail et toutes les études à faire en amont. Et pour illustrer ces propos, nous avons Monsieur Guignard de l'entreprise Laiterie de l'Accueil qui pourra nous parler de l'expérience qu'il a vécue, accompagné par l'entreprise AFOS, sur l'amélioration des postes de travail en intégrant la technologie. Émilie Blanc de la CARSAT est à votre écoute pour toutes les questions et nous les remontera à la fin du webinaire. Alors, c'est très bien, j'ai oublié de passer les diapositives. Voilà, donc, en deux mots, les intervenants, Alain Balsière, Jean-Christophe Blaise, Ferdinand Monéger, Malvan Boutin de la société AFOS et Fabien Guignard de la laiterie d'accueil, Émilie Blanc qui est en back-office et qui va nous remonter toutes les questions. Deux mots sur l'agence. Nous sommes une agence économique régionale, donc avec l'objectif d'accompagner les entreprises industrielles du territoire, 11 antennes réparties sur la région et sur différents métiers que sont le développement économique, l'innovation, le développement à l'international ou l'emploi-formation. Vous trouverez toutes les informations à la fin du webinaire, du document que vous recevrez. Justement, sur le déroulement de ce webinaire, pendant le webinaire, donc vos micros vont être coupés, mais par contre, vous pouvez poser toutes les questions via la fonction questions que vous avez dans le bandeau à droite de votre écran. Et Émilie donc remontera les questions aux différents intervenants à la fin du webinaire. Donc, nous allons consacrer un temps pour répondre à ces questions. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions, de toute façon, elles sont archivées avec vos adresses mail et on prendra le temps de vous apporter une réponse par mail. À l'issue de ce webinaire, vous recevrez également un lien avec la vidéo du webinaire et le document sur lequel on s'appuie pendant cette présentation. Et ce document comprend aussi la présentation un peu plus détaillée de toutes les structures qui participent à ce webinaire. Donc pour démarrer, je vais laisser la parole à Alain Balsière, donc je vais lui donner la main aussi sur le diaporama, et qui va vous parler d'opérateurs, d'opératrices en situation de travail. Hop. Ah ben il a pris la main. Non, changer. J'ai pris la main? Non, pas encore. Non, non, pardon. Voilà. Voilà, donc en principe, vous avez la bonne diaporama, la bonne diapo, pardon, excuse-moi. Oui. Oui, voilà, bonjour. Merci Christophe pour cette initiative déjà. Et puis, je vais essayer de relever un double défi. D'abord, celui de parler que 10 minutes, ceux qui me connaissent apprécieront. Et pendant ces 10 minutes, de poser quelques concepts de ce qu'est une opératrice ou un opérateur en situation de travail. Donc, je vais prendre quelques exemples qui paraissent caricaturaux, mais qui sont quand même des cas réellement observés en entreprise. Le modèle le plus basique que je connais pour parler de l'activité, pour parler d'une opératrice ou d'un opérateur en situation de travail, c'est une personne qui a une tâche à accomplir avec un matériel donné et dans un certain environnement, qu'il soit technique ou organisationnel. Pour assurer sa mission, il va développer une activité qu'on peut observer sous plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension instrumentale, c'est-à-dire avec quoi je travaille finalement, ce avec quoi il va dépendre des choix de conception, des choix du concepteur, mais les choix du concepteur vont dépendre eux-mêmes de la définition des besoins exprimés par l'utilisateur. Donc, ces besoins peuvent être tirés bien sûr par des aspects économiques, mais également par des besoins de fiabilité, de flexibilité, voire de versatilité quand on parle d'industrie du futur. L'effet vitrine, pour moi, c'est quand même plus pertinent quand ça devient une conséquence plutôt qu'une simple donnée d'entrée, parce que ce n'est pas les situations finalement les plus réussies qu'on peut observer. Pour parler de la définition des besoins et prendre un exemple tout simple, je dois poncer
des pièces et je demande est-ce que je peux poncer avec un robot? La réponse est oui. Par contre, si effectivement dans l'activité réelle de la personne, dans son travail, je ne regarde pas un petit peu en détail ce que fait réellement cette personne, je vais m'apercevoir que oui, il y a une trajectoire qui est assez similaire à celle du robot, mais parfois, sur détection de défauts par exemple, on va passer 3 fois plus de temps sur une zone, même jusqu'à 8 fois plus de temps pour traiter un défaut. Ça, c'est une partie qui n'est pas forcément visible si je demande juste un robot de ponçage. Et puis, il y a également aussi des parties de pièces à poncer qui ne seront pas visibles. Et le problème, c'est que si j'intègre un robot uniquement dans ces conditions-là, je vais laisser à l'opératrice les tâches les plus difficiles, les plus ardues et entre guillemets les plus pénibles, avec pas forcément les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir les accomplir. En fait, la tâche a été sous-estimée et la variable d'ajustement, c'est l'opérateur. Pour prendre un deuxième exemple, pour aller sur une deuxième dimension de l'activité de travail, on va parler d'une dimension plus opérationnelle, c'est-à-dire comment je travaille, on vient de le voir un petit peu, et puis avec qui. Si je prends ma situation de travail, j'ai un équipement de travail, j'ai forcément des sorties attendues. Dans les entrées, j'ai des matières premières pour l'industrie. Pour les services, c'est un petit peu plus complexe. On a quand même une relation prestataire-donneur d'ordre. Mais l'opérateur va essayer de minimiser ce qu'on appelle les sorties non désirées. Les sorties non désirées, c'est le rebut, c'est la non-qualité, c'est les incidences, c'est les casses, c'est tout ce qui est en lien avec la perte de maîtrise du procédé de travail. Et dans cette perte de maîtrise, on a également les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pourquoi on se bat entre guillemets, contre ces sorties non désirées? C'est parce qu'en entrée, malheureusement, on n'a pas quelque chose de très stable, on a une variabilité à gérer. Et cette variabilité, elle peut être liée à l'évolution de marché, à l'évolution d'une réglementation, à la gestion des équipes, de l'absentéisme, à des variations ou des évolutions de matières premières. Je change de fournisseur et mes matières premières ne se comportent plus de la même façon, voire même le comportement des matières premières en fonction de variables extérieures. Pour prendre un exemple basique, je dois monter une chenille sur une mini-pelle. Le caoutchouc ne va pas du tout se comporter de la même façon selon que je sois en période estivale ou en période hivernale. Période hivernale, le caoutchouc est plus dur et donc plus difficile à monter. Autrement dit, la tâche n'a pas bougé, le matériel n'a pas changé, l'environnement a bougé et finalement, l'activité physique de l'opérateur va se trouver augmentée uniquement en lien avec la variabilité de cette matière première. Voilà. Ici, poser un petit peu les notions de variabilité, mais l'opérateur ne travaille pas seul. C'est-à-dire que pour essayer de consolider cette sortie attendue, on a des exigences en termes de qualité, on a des exigences en termes d'hygiène, on a des exigences en termes de sécurité, on a des attendus de production, on a des contraintes au niveau de la maintenance, et l'opérateur va essayer de garder en cohérence en permanence tous ces critères-là, sauf qu'on n'arrive pas à les garder dans toutes les situations parfaitement en cohérence, et du coup, l'opérateur va opérer ce qu'on appelle des arbitrages. Et ces arbitrages-là, on le sait, ce sont les phases qui sont accidentogènes. Voilà, pour illustrer le propos, les arbitrages de l'opérateur vont se faire systématiquement au détriment de sa sécurité. Ça, c'est une règle qu'on observe malheureusement depuis que je fais ce métier. Prendre une photo, pareil, on peut peut-être forcer un petit peu le trait, mais on voit ici un accès à une enceinte robotisée, on voit le voyant qui est resté ouvert, c'est-à-dire que tout est sous énergie, la porte est ouverte, donc ça veut dire qu'on a shunté la sécurité. Quand on analyse les besoins de l'opérateur, on s'aperçoit qu'il y a une telle fréquence d'entrée et de sortie dans l'enceinte que malheureusement, ça ne pouvait pas finir autrement. Il y a pire que ça, quand l'accès est très éloigné du poste de conduite, on va trouver des artefacts, c'est-à-dire ici un petit escalier qui permet de passer par-dessus les barrières pour aller décoller des produits qui normalement ne devaient pas rester collés sur les machines. Ces photos, c'est vraiment des photos d'entreprise, ce n'est pas une vue d'esprit. Voilà. Mais pour sortir de la caricature et du simple aspect accident du travail, on va prendre un équipement qui permet de fabriquer des composants électroniques, peu importe. L'opérateur ici manipule un certain nombre de produits, les met dans la machine va positionner ses produits sur des supports et lui, sa tâche, c'est de récupérer les supports et de les mettre sur un convoyeur pour aller sur la suite du process qui dure 1h30 et qui est un process assez complexe. On peut appréhender l'activité d'opérateur par sa contrainte physique, où on voit que par exemple au niveau des épaules, il y a une fréquence de sollicitation des épaules qui est très très élevée. On peut également aller sur ce qu'on appelle la dimension cognitive, c'est-à-dire que l'opérateur, avant de mettre les supports sur le convoyeur, il va prendre l'information. Cette information, elle va être dans un premier temps visuelle,
mais elle peut être également tactile, c'est-à-dire que là, et si on ne le demande pas, on ne le voit pas parce que le geste est extrêmement rapide, mais il arrive à détecter avec le bout du doigt un état de surface qui va lui donner des infos sur la fiabilité des capteurs ou pas, et même à l'oreille, c'est-à-dire au bruit que fait sa machine, il nous dit, ben, moi je suis capable de me dire, suivant le bruit, tiens là j'ai des chances de trouver dans les supports des capteurs qui soient défaillants. Il a une consigne, c'est introduire les supports sur le convoyeur. Il a un impératif, c'est ne jamais verrouiller le support manuellement, c'est la machine qui s'en charge. Or, quand on l'observe, il verrouille quasiment tous les supports manuellement. Et là, on va aller sur une dimension qui est la dimension existentielle, c'est-à-dire comment je vis mon travail, hein, qui va convoquer un petit peu les affects, parce que finalement, on voit qu'il s'est mis complètement en porte-à-faux avec ses consignes, avec ce qu'on lui demande. Par contre, les arbitrages sont faits, c'est-à-dire que quand on fait ce qu'on appelle l'analyse des traces, on s'aperçoit qu'il n'a pas introduit tous les supports dans la machine. Et l'idée, c'est de se dire finalement quels sont les éléments d'arbitrage. Et quand on les développe, on voit que c'est effectivement extrêmement foisonnant. Il y a deux axes principaux, rupture de support, changement de série, interdépendants. Et lui, il introduit 1000 supports par jour. Hein, et 1000 fois par jour, il va prendre des arbitrages qui sont en lien avec des impératifs de maintenance. Remettre en état un support, c'est 2 jours d'immobilisation parce qu'il faut faire un traitement thermique, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Lié à la conception d'équipements, est-ce que j'ai prévu suffisamment de supports ou pas? Ça va être lié à la conception des produits. On a selon les clients des produits qui présentent plus de défauts que d'autres, donc on a davantage d'arbitrage à faire. Du coup, au niveau gestion qualité, on va mettre un petit peu plus d'énergie sur les produits problématiques et fractionner les séries, par exemple, pour augmenter la traçabilité. Il a des décisions organisationnelles avec lesquelles il agit, hein, qui sont voulues ou subies. Hein, le fait, par exemple, de placer un flux tendu, qui fait qu'on va être tributaire d'un ordonnancement logistique qui n'est pas compatible chaque fois qu'on intègre des nouveaux dans l'îlot. Autrement dit, ces équipes-là, sans rien dire, elles vont modifier l'ordonnancement logistique, elles vont aller sur les tapis d'alimentation, modifier l'arrivée des produits pour pouvoir faciliter l'intégration des nouveaux. Or, toutes ces phases-là, elles sont totalement invisibles, finalement, alors qu'elles sont prescrites, hein, elles sont invisibles pour l'organisation. Et, et pour assurer les impératifs de qualité, etc., l'opérateur va aller prendre des repères de régulation, d'anticipation, etc. C'est-à-dire qu'il va se déplacer de son poste de travail sur la machine pour garantir que finalement, ce qu'il a introduit ne mettra pas en péril le process. Quand on regarde un petit peu ses déplacements, on s'aperçoit qu'il est sur un poste assis, pourtant il fait 4,5 km par jour pour essayer de réguler et d'anticiper les incidents. Comme par hasard, on observe un geste où il plonge sa main dans la machine pour essayer de gagner du temps sur la machine. Et quand on fait le calcul du temps qu'il a gagné en faisant ce geste-là, on s'aperçoit que ça correspond exactement au temps de déplacement qui lui est nécessaire pour garantir la production sereine des supports. Le problème, c'est qu'il prend des arbitrages. C'est une intelligence de travail, mais qui n'est pas connue, donc du coup qui n'est pas reconnue. Sauf le jour où il prendra la mauvaise décision et où son arbitrage sera mauvais, où là, ce jour-là, on va lui dire que pourquoi il a fait ça. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, au niveau utilisation, il y a toute une partie qui n'est pas exploitée, qui pourrait être nécessaire pour l'intégration. Et je vais finir ma présentation là-dessus, c'est de dire que finalement, dans l'activité de travail, on a une composante physique, c'est souvent la porte d'entrée, la porte d'entrée principale, je vais dire. Il y a une composante cognitive, on va essayer de voir avec des prises et traitements d'informations. Et il y a également les affects, il y a une composante psychosociale qui est sur la reconnaissance, mais est-ce que mon travail est connu dans son contenu et donc reconnu? Et ça aura un impact sur l'intérêt au travail, les relations au travail, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense que j'ai tenu le temps. Merci Alain. Effectivement, tu as tenu le temps. Bravo à toi. Donc là, on vient de voir un premier aspect justement de cette étude qui a pour but d'automatiser un poste de travail. C'est l'analyse du poste de travail, l'humain, qu'est-ce qu'il fait bien, qu'est-ce qu'il fait pas bien. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur l'aspect technique. Et là, je vais passer la parole à Jean-Christophe Blaise de l'INRS qui va vous présenter ce que c'est que la robotique et la cobotique. Donc, je partage mon écran. Je donne la main à Jean-Christophe. Oui, bonjour Voilà. à tout le monde. Merci, merci Alain. Je crois que tu as rempli les 2 objectifs. Alors, et moi, je vais parler technique en essayant de me débrouiller avec de la technique. Est-ce que tout est bon? C'est parfait.
C'est parfait. C'est formidable, c'est formidable. Donc bonjour à tout le monde. Alors je vais parler technique, mais en tant qu'INRS, je crois que je n'oublierai pas l'opérateur ni les opératrices quand même. Donc je vais vous parler plutôt robotique, cobotique. Alain vient de la poser un petit peu aussi en introduction. Je commence ma présentation comme ça, de ces fameux espoirs portés dans le cadre de l'industrie du futur. Tu as parlé un petit peu de vitrine, effectivement, tout à l'heure, de la technologie qui pourrait peut-être répondre à tous les problèmes. Alors certes, il y a des nouvelles technologies, on arrive à faire des choses, automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, répétitives, pénibles, recentrer l'opérateur sur des tâches à forte valeur ajoutée, tu en as parlé, Alain, favoriser potentiellement la flexibilité, faciliter des notions de reconfiguration. Voilà, donc combiner des actions à la fois de l'homme et du robot. Donc on va parler effectivement automatisation, robotisation, mais je vais l'axer un petit peu plus peut-être aussi robotique collaborative, cobotisation. Très rapidement, même si voilà, la terminologie, on entend de plus en plus le mot cobo, mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'un cobo? Je crois qu'il faut regarder d'un côté des notions techniques de cobotique, de robotique, de cellules robotisées, et de l'autre côté, effectivement, ces besoins finalement de coactivité entre un opérateur, une opératrice et un système technique, un système robot. Donc ça, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit écrit. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute cette terminologie parce que je suis persuadé qu'en faisant le tour, personne n'a exactement la même. Je vais me mettre derrière quelque chose de relativement simple, si je puis dire, c'est la normalisation. Voilà, des normes NFEN ISO 10218-1 et -2 qui donnent des définitions. Alors, est-ce qu'elles sont si simples à comprendre que ça? Je vous les présente ici. On a effectivement un robot à un moment nu, donc auquel on adjoint tout un ensemble d'équipements pour en faire devenir un système, ce qu'on appelle un système robot. Et ensuite, quand tout ça est bien complété par des moyens de prévention, par un espace contrôlé, on a ce qu'on appelle une cellule industrielle robotisée. Alors, je parle d'industriel parce qu'on va trouver des robots de service. Là, je crois que notre propos est plutôt l'industrie. Et puis, je vais bien parler de cellules industrielles robotisées pour lesquelles on a potentiellement des applications traditionnelles, on va dire tout le monde les connaît, et puis ces nouvelles applications collaboratives. Donc ça, c'est la terminologie normalisée. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de santé-sécurité, en termes de gestion des risques et de maîtrise des risques, parce que c'est bien le problème. Alors, je vais vous présenter vraiment un cas, alors simplifié, hein, vous avez vu, c'est souligné, c'est mis en gras, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, et Alain l'a déjà introduit un petit peu tout à l'heure. C'est que dans une cellule classique traditionnelle, un robot traditionnel, l'opérateur, il est en dehors de ce robot, il est protégé par une protection périmétrique physique, et s'il a besoin de pénétrer dans l'enceinte, il faut supprimer ces risques, arrêter les mouvements, arrêter les procédés. Alors on a vu, tu as parlé d'artefacts tout à l'heure, c'est pour ça que je dis que c'est bien simplifier tout ça, parce que malheureusement il y a du chantage, il y a des escaliers ou des choses comme ça. Mais voilà, dans un cas simplifié, voilà ce qui se passe sur du traditionnel. Ce besoin de collaboration qu'on introduit avec des nouvelles technologies qui nécessitent de l'interaction, l'opérateur veut interagir avec son système technique, nécessite une continuité du procédé, continuité des mouvements. On va dire on supprime, pareil de manière simplifiée, les barrières physiques, mais finalement, comment on se protège maintenant vis-à-vis des risques qui, eux n'ont toujours pas disparu. Alors, il y a plusieurs aspects et je viendrai plutôt dans la deuxième partie de ma deuxième présentation, parce que j'ai cet honneur de parler deux fois. Un robot, je crois qu'il faut bien montrer qu'un robot, il est conçu dans un premier temps pour prendre en compte les risques qu'il peut générer de lui-même. Alors, on a de plus en plus de fonctions qui sont intégrées pour ce robot, qui lui permettent d'être apte à être utilisé pour une application collaborative. Donc ça, c'est la partie conception du robot, mais in fine, ce qui est important, c'est l'ensemble. Le robot tout seul, il va rien faire. Il y a un procédé, il y a des outils, des pièces, il y a une application. Et l'application et tout ça, ça génère des risques qui ne sont pas pris en compte à la conception du robot, mais qui devront
être pris en compte à son intégration, à la conception de la cellule et de l'ensemble de l'application. Donc, un robot peut-il être sûr? Oui, par rapport au risque qu'il génère, voilà, puisqu'il est conforme. Et derrière, c'est l'application qui doit être sûre. Alors, je vais parler un tout petit peu quels sont les types d'interactions qu'on peut trouver. Voilà, dans cette notion de robotique collaborative, on a distingué la normalisation, en distingué 3, même si elle est en train d'évoluer, des notions de partage d'espace où un opérateur et un robot effectuent des tâches distinctes. Alors, est-ce qu'on peut réellement parler de collaboration? Ça, c'est un autre sujet. De la collaboration indirecte où un opérateur et un robot vont travailler sur une même pièce, mais avec des actions alternées. Et ce qu'on on va dire le Graal de la collaboration directe, où l'opérateur et le robot travaillent vraiment simultanément à la réalisation d'une même pièce. Je présente ça parce que derrière, on ne va pas avoir les mêmes solutions de prévention des risques. Alors, je vais pas jouer à essayer de lancer ce YouTube, on ne sait jamais. Il y a le lien ici, vous l'aurez à disposition et vous pourrez cliquer ensuite. Surtout, je ne touche à rien. Je passe au suivant. Voilà. Ça représente, ce lien YouTube représente un peu qu'est-ce que la robotique collaborative. Et là, je fais plutôt un lien sur voilà, une brochure. Donc, les brochures INRS sont téléchargeables gratuitement sur notre site. Une brochure qui nous dit, oui, ok, donc analyser les besoins, on va en reparler, on en reparlera tout à l'heure. Mais déjà, c'est quoi? Enfin, la robotique collaborative, c'est quoi? C'est quoi un cobo? C'est quoi un robot? Est-ce que c'est des machines? Est-ce que c'est des collègues comme les autres? Sont-ils intrinsèquement sûrs, etc. C'est toutes des questions auxquelles on a tenté et on a proposé des réponses voilà, dans cette brochure. J'en ai fini sur cette ma première partie, on va dire, qui essaye de poser cette robotique et cette robotique collaborative. Merci Jean-Christophe. Donc, vous avez bien vu, on a d'abord regardé le besoin sur l'analyse du poste de travail. Donc là, vont émerger les besoins d'automatisation, de robotisation éventuellement. Là, on vient de voir l'aspect technologie. Qu'est-ce qui existe sur le marché en termes de technologie pour répondre à ces besoins? Et bien maintenant, je vous propose de faire le lien entre les deux et de donner la parole à Ferdinand et à Malvan qui vont vous parler de comment mener un projet d'automatisation. Donc, je vais partager mon écran. Je vais donner la main à Ferdinand. Voilà, Ferdinand, c'est à vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Bon, impeccable. Alors, Malvan, elle parlera un tout petit peu plus tard pour l'exemple avec Monsieur Guignard. Donc, moi, je vais vous parler voilà, donc, comment on intègre ces concepts, ces notions qui ont été présentées par mes prédécesseurs dans des projets. Et je vais vous parler avec le regard d'un ergonome, puisque moi, je suis ergonome consultant depuis une quinzaine d'années dans un cabinet qui s'appelle AFOS et qui est spécialisé dans l'accompagnement de projets de conception, transition, voire innovation, notamment dans l'industrie et notamment quand il s'agit de transiter vers des modèles avec des nouvelles technologies. Et donc, l'idée, c'était de vous présenter un peu des exemples qu'on peut voir ou qu'on a pu accompagner, qui montrent en gros ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faudrait faire ou ce qu'on pourrait faire. Voilà, donc en quatre phases. D'abord, des exemples de projets échecs. Ensuite, des exemples où l'ergonomie a été intégrée tardivement dans le projet. Donc, c'est mieux que rien. Donc, mais c'est sûrement optimisable si on va sur le point 3 où on intègre l'ergonomie précocement dans le projet. Et puis, l'idée, c'est d'être aussi le plus ambitieux possible et de se dire qu'un projet pour une entreprise, c'est une opportunité exceptionnelle pour développer ce qu'on appelle les performances globales durablement. Et donc, on va essayer de retirer aussi quelques facteurs clés de réussite vis-à-vis de ce point-là. Alors, premier volet, les échecs dans les transitions technologiques. D'abord, l'immense majorité des projets sont des échecs. Alors, c'est un peu choquant de le dire comme ça. C'est pas mon avis à moi. Voilà, c'est des études qui ont été menées depuis pas mal d'années. Donc, il y a notamment une étude qui est assez volumineuse qui était apparue au début des années 2000, qui avait été publiée par le Standish Group. Voilà, sur une centaine d'entreprises américaines qui avaient fait des projets de transition technologique, assez peu de vraies réussites, soit des échecs totaux, soit des échecs parce qu'on a voilà, dépassé largement les coûts ou les temps. Et les coûts en question sont
toujours sous-estimer les coûts des échecs. D'une part, parce que quand on porte un projet qui ne réussit pas, on ne va pas forcément le crier sur les toits, mais en plus parce que les conséquences des échecs sont dans des dimensions et des valeurs hétérogènes qu'on ne peut pas calculer, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des coûts financiers, mais il y a aussi des coûts en termes de qualité de produit, de qualité de service, image de l'entreprise, et bien sûr, il y a des coûts humains sur la santé physique, mentale, sur les pertes de temps dans l'activité qui vont durer des années et des années et que personne ne s'amusait à compter. Et donc, c'est bien ça qu'on va essayer d'éviter dès la conception, puisque c'est là où échouent 90% des choses. Alors, le Standish Group, qui avait été jusqu'à l'analyse de la cause des échecs, pensait voir des facteurs d'origine technologique. Et en fait, pas du tout, ou alors très rarement, parce qu'en fait, les concepteurs sont plutôt très bons pour relever les défis technologiques. La principale raison, c'est une raison humaine et notamment psychosociale. Donc, globalement, les écueils de conception qui ressortent de cette étude et puis de nous, ce qu'on peut voir aussi en ergonomie dans les différentes entreprises qu'on accompagne, c'est d'abord ce qui a déjà été dit précédemment, un manque de prise en compte des variabilités humaines. Voilà, alors on parlait de normes, il faudra bien différencier les normes, on va dire, techniques et puis les normes humaines. On a eu des concepteurs qui nous ont dit, non, mais je comprends pas, j'ai pris les normes humaines et j'ai conçu sur cette base-là. Bon, bah voilà, ça c'est sûr que ça marche pas parce que l'humain est tout sauf normal. Voilà, et les opérateurs, les travailleurs que vous embauchez, ils vont être différents. C'est d'ailleurs la richesse du travail social. Il y aura des grands, il y aura des petits, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui ont mal quelque part, des gens qui sont bien portants, des gens qui sont expérimentés, des gens qui ne le sont pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment de concevoir pour une diversité de population. Il y a aussi un manque de prise en compte des variabilités du travail. Voilà, les premières leçons qu'on apprend en ergonomie, c'est qu'il y a toujours une différence entre le travail prescrit, la tâche, telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est conçue, et puis l'activité réelle, qui est faite de gestion d'aléas, gestion de variabilité, et donc de mise en œuvre de l'intelligence humaine. Voilà. Et donc, quand on va aller observer une situation de travail pour se dire on va l'améliorer, celle qu'on va voir à un moment donné, elle sera forcément différente d'une qu'on verra à un autre moment. Donc, l'idée, c'est quand on fait ces cahiers des charges, qu'on prenne en compte toute cette diversité de situations de travail actuelles et aussi qu'on se force à s'imaginer mais comment le travail va évoluer demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que quand on construit un système, quand on investit dans un nouveau dispositif technologique, c'est pour que ce soit agile le plus longtemps possible. Un autre écueil, c'est le manque d'approche systémique, d'abord du fonctionnement humain. Voilà, l'être humain, c'est pas qu'un corps, c'est pas que de la biomécanique, c'est aussi un engagement mental, cognitif, psychique, c'est aussi une activité sociale. Donc ça aussi, c'est essentiel de le prendre en compte dans un projet, on y reviendra. Du fonctionnement de la structure, voilà, on va se dire, allez, on va introduire une nouvelle technologie pour un poste de travail, voire pour une ligne. Et en fait, le principe, c'est que quand on transforme un rouage de l'organisation, ça va forcément avoir des effets sur l'ensemble des autres rouages. Alors, si ces effets ne sont pas anticipés, ça peut créer des dysfonctionnements sur les autres endroits de l'organisation, ce qui se passe avant dans le process, ce qui se passe après, ce qui se passe avant dans le temps, ce qui se passe après. Mais on peut le voir aussi à l'inverse, c'est-à-dire que transformer un endroit du système, ça peut être une opportunité pour améliorer aussi à d'autres endroits du système. Et enfin, un manque d'approche systémique de la performance. Souvent, on voit un projet qui est poussé par la volonté d'améliorer un critère de performance, par exemple la productivité ou la qualité, et même des fois la santé et sécurité. Sauf que si on ne raisonne pas de performance globale, certainement que le système qu'on va concevoir va manquer de certaines propriétés. Même quelque chose qui est fait pour la sécurité des opérateurs, une aide à la manutention, voilà, si la personne met 3 fois plus de temps à l'utiliser que ce qu'elle fait avec une autre technique, à coup sûr, parce que c'est un professionnel consciencieux, il va préférer la technique qui est performante pour l'entreprise. Et enfin, voilà, un des besoins fondamentaux de chaque être humain, c'est de se sentir acteur du changement, c'est d'être pour quelque chose dans ce qui nous arrive. Et donc là aussi, il y a beaucoup de projets qui, par un certain nombre de contraintes aussi de gestion de temps, manquent à faire participer les futurs utilisateurs de ce qui est en train d'être conçu. Donc, ils subissent le changement. Ils ne peuvent pas aussi amener des connaissances qu'ils détiennent sur le travail réel qui auraient été utiles à la conception de ce changement. Donc, ça crée des frustrations, ça crée des réticences au changement. Il y a aussi le volet communication qui est souvent négligé, où là aussi l'ergonomie peut apporter son expertise. Et puis, parce que quand on crée du changement dans un système de travail, notamment quand on introduit une nouvelle technologie automatisée, ça peut radicalement changer les pratiques et les métiers des gens. Voilà, quelqu'un qui avait une activité où il avait un gros engagement physique,
on le met derrière un automate à le commander à distance. C'est complètement un métier différent. Si on n'a pas accompagné ce changement pendant plusieurs mois avec une méthodologie rigoureuse, ça risque de faire des crises au niveau psychosocial. Alors, un autre point que je ne vais pas commenter, plus une phrase un peu provocatrice, mais j'affirme que l'humain n'est pas résistant au changement. L'humain est vraiment pas résistant au changement. On aurait plein d'exemples pour le montrer. Mais par contre, il est résistant quand il ne perçoit pas le changement qu'on lui demande de faire comme une ressource pour son activité. Et vraiment, partir de ce principe-là, ça peut vraiment amener à conduire les projets différemment. Et enfin, réussir un projet, ça demande du temps, ça demande de la méthode et ça demande, alors je vais prêcher pour ma paroisse, ça demande des compétences en ergonomie. Deuxième type de projet, donc des projets dans lesquels l'ergonomie est intégrée de façon tardive. Alors, bon, un premier exemple, c'est il y a une dizaine d'années, j'ai fait une thèse sur justement ergonomie et innovation technologique, avec le concept d'acceptation au cœur du sujet. Et on travaillait sur la conception de systèmes de transport autonomes, comme ces navettes autonomes. Un des principes de base, c'était de se dire, voilà, les accidents de la route, 80% sont liés à des erreurs humaines. Donc l'humain est agent d'infiabilité. Si on enlève l'humain, on fiabilise le système, donc il n'y a plus d'accidents. Bon, et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que voilà, si on met pas d'humain dans le système il marche pas du tout. Et il a évidemment beaucoup plus d'accidents que si on met de l'humain. On reviendra dessus tout à l'heure. Un des autres aspects de cet exemple, c'est que bon, on a été introduit dans le projet, mais déjà quand il y avait des prototypes de la nouvelle technologie. Et en fait, immédiatement, on a observé les premiers usages et on s'est rendu compte que le prototype correspondait même pas au cahier des charges qui avait été donné, puisqu'il devait permettre à des personnes à mobilité réduite de rentrer dedans et de l'utiliser. Or, voilà, on voit que il n'est pas dépensé le rayon de rotation d'un fauteuil roulant, les conditions d'accessibilité aux commandes. Donc, voilà, quand on a montré ça rapidement au maître d'ouvrage, il a immédiatement recommandé une nouvelle version de navette. Donc, voilà, des centaines de milliers, voire millions d'euros qui ont été un peu mal dépensés, alors qu'on nous aurait impliqué un an en amont dans le projet. Ça, on l'aurait dit immédiatement, même sans prototype d'un point de vue théorique. Un autre exemple qu'on peut donner rapidement, voilà, on a une grosse mode des exosquelettes aujourd'hui dans les entreprises et des demandes autour de ça. Des fois, on va dans des entreprises qui ont acheté 15 exosquelettes d'un coup parce qu'ils se sont dit ça servira forcément quelque part, vu notre nombre. Et en fait, les 15 sont au grenier. On a eu une commande d'une grosse entreprise dans le secteur de la fonderie qui a plus de 500 salariés. Et la commande était vraiment tous les postes où on peut mettre des exosquelettes, on en met. Voilà, donc on a fait une analyse ergonomique préalable et en fait, sur l'ensemble des situations de travail, il doit y avoir des milliers de situations de travail dans cette entreprise, il y en a peut-être une où l'exosquelette pourrait être la meilleure solution. Et c'est pour une personne qui a une reconnaissance en qualité de travail handicapé. Pour toutes les autres situations, on a trouvé des solutions meilleures que l'exosquelette. Meilleures, c'est vraiment du point de vue de tous, de tous les gens qui ont été engagés dans le projet. Donc, ce qu'on retient de cette diapo, c'est voilà, même si l'origine du projet, c'est une transition technique technologique, il faut vraiment reposer le besoin à chaque projet et arriver à sortir de cet ancrage-là. Ne pas penser que la technologie est plus fiable que l'humain. La technologie, elle est fiable quand on lui donne des paramètres pour gérer des situations nominales, qu'on arrive à anticiper dès la conception. Mais en fait, le travail est fait de gestion de variabilité. On ne peut pas penser toutes les variabilités dès la conception. Et c'est justement l'humain, par son intelligence, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter, qui va réguler ces situations. Et enfin, ce qu'on peut retenir, c'est que il est pour nous très important d'intégrer l'ergonomie le plus précocement possible dans les projets. Alors, les retours sur investissement de l'ergonomie sont depuis longtemps prouvés. Dans le temps, évidemment, toutes les situations critiques qu'on évite de concevoir, c'est autant de temps de gagner, c'est autant de TMS, d'accidents évités. Mais même en phase projet, on a réussi à prouver que des fois, on évite des investissements qui étaient prévus par l'entreprise, dont on démontre, avec bien sûr l'entreprise, qu'ils ne seront pas utilisés ou ils auront plus d'effets négatifs que positifs. Troisième cas de figure, quand l'ergonomie est intégrée précocement dans les projets. Alors, donc, on aura l'exemple qui va venir juste après avec M. Guignard et Malvan Boutin. Là, je voulais vous prendre un exemple dans une entreprise de découpe de porc, donc dans un abattoir, où donc c'était un projet où on nous demandait d'aider à la conception de toute la ligne de découpe. Et le seul paramètre qu'on était sûr qu'il ne changerait pas dans le projet, c'est qu'il y avait un poste, en l'occurrence le poste où on fend le sternum,
qui allait être robotisé. Le robot était commandé. Donc voilà, ça c'était un élément de base. Théoriquement, voilà, l'opérateur faisait que fendre le sternum selon une ligne verticale d'une telle hauteur à telle hauteur, donc ça pouvait très facilement s'automatiser. On a quand même analysé l'activité de cet opérateur et en fait, on s'est rendu compte qu'en voyant son activité réelle, ses activités réelles, qu'au-delà de fendre le sternum, qui est une des fonctions de son poste, il y avait 16 autres fonctions de ce poste. Alors, je ne peux pas toutes les passer, mais en fait, il gérait énormément de variabilité. Voilà, on pensait aussi qu'un cochon, c'était normé, mais en fait, non, un cochon comme un humain, il y a plein de variabilité. Il exerçait des activités de contrôle. Donc, typiquement, il pouvait voir qu'un cochon arrivait avec un abcès. Si on le coupait selon la ligne verticale habituelle, ça risquait de percer l'abcès et donc de créer un problème qualitatif, d'arrêter la ligne, etc. Il avait énormément de savoir-faire expert qui permettait d'éviter tout un tas d'erreurs, qui permettait aussi d'aider ses collègues en amont et en aval. Donc, si on enlevait cet opérateur juste comme ça allait créer vraiment une catastrophe industrielle. Donc, pour vraiment optimiser l'intégration de ce robot fendeur, on a revu tout le process. On a fait l'innovation d'ailleurs sur le processus de découpe porcin. On a conçu finalement toute la ligne avec une vision vraiment systémique du fonctionnement de l'atelier, voire même des autres ateliers et de son organisation, ce qui a contribué à redéfinir avec les opérateurs les rôles et missions de chacun. Gros accompagnement au changement sous forme de formation-action. Et puis en termes de résultats, optimisation de conditions de travail de tout le monde. Et là aussi, c'est un des aspects à retenir de cette présentation, c'est que bien sûr, on est focalisé sur l'opérateur, mais un projet comme celui-ci, c'est une opportunité d'améliorer les conditions de travail des collègues, des managers, de la maintenance, du nettoyage. Ça a permis d'améliorer le dialogue social, l'attractivité. Voilà, sur cette ligne-là, avant qu'on arrive, il y avait quasiment que des travailleurs étrangers. Aujourd'hui, c'est quasiment que des travailleurs français. Ça a contribué à améliorer l'ensemble des critères de performance, qualité, productivité, etc. Et puis, un autre résultat, c'est que cette entreprise, après cette expérience, elle s'est dit, mais même si on n'est que 400, un ergonome, ça peut nous être utile au quotidien dans tous les projets d'amélioration continue. Et enfin, si on veut vraiment être ambitieux, on peut se dire que chaque projet d'entreprise, c'est une opportunité exceptionnelle pour développer durablement l'ensemble de ses performances. Alors, je vous ai mis un petit exemple que je n'ai pas le temps de passer aujourd'hui. Il est plutôt dans le secteur du tertiaire sur un projet de transition vers du flex office qu'on a mené avec l'entreprise Michelin et qu'on a valorisé par une vidéo. Voilà, donc vous aurez le lien ici, même si ça peut intéresser les industriels puisqu'ils ont aussi forcément des activités tertiaires. Le projet qui va être montré derrière avec la société de l'accueil illustre aussi ça. Et globalement, ce que je voulais vous faire retenir, c'est que les projets de transition, il est important de les appréhender dans une logique systémique. Certes, une transition technologique, mais qui doit être nécessairement accompagnée d'une transition organisationnelle, sociale, voire écologique, voire tous les critères de performance qui font valeur dans votre entreprise. Sinon, on va vraiment passer à côté de dimensions essentielles. Saisir les projets comme des opportunités d'innovation, c'est-à-dire que si on transforme votre système de travail en faisant du sur-mesure par rapport à tous les besoins qui sont les vôtres, certainement qu'on va aboutir à des solutions que les concurrents n'ont pas. Et quand on construit des cahiers des charges en amont de solliciter des intégrateurs, en fait, eux-mêmes sont régulièrement moteurs pour innover. C'est-à-dire vraiment définir la technologie qui va être le mieux adaptée à votre besoin, parce que aussi derrière, ça leur donne un avantage concurrentiel. Et dernier élément, voilà, saisir aussi les projets comme des opportunités de développement de ces ressources humaines, de montée en compétences des individus, des collectifs, que ce soit les opérateurs, mais aussi les managers, mais aussi les bureaux d'études, les acteurs de la conception. Voilà, nous, régulièrement, on mène des projets sous forme de formation-action en donnant une dimension extrêmement participative et engageante aux acteurs de la conception interne. Et voilà, je passe rapidement, mais on a énormément de résultats très positifs de la part de ces acteurs-là, que ce soit les bureaux d'études ou les managers qui développent leurs compétences par l'opportunité de ces projets. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et je rends la main. Pardon, merci Ferdinand. Alors juste avant de poursuivre ce webinaire et de donner la parole à Jean-Christophe
qui va présenter justement comme des méthodologies pour mener un projet d'automatisation. Je voulais juste faire une petite intervention. Je voulais m'assurer que vous ayez accès aux questions. Je n'en suis pas certain. Si jamais le mode question ne fonctionne pas, on vous autorisera à lever la main si vous avez des questions à poser. On vous donnera la parole à la fin du webinaire, donc plutôt qu'écrite, vous pourrez poser vos questions oralement. Voilà, Jean-Christophe, je te redonne la parole et je te donne la main sur le partage d'écran. S'il te plaît. Voilà. Je dis OK. Reprendre le diaporama. On est tout bon? Alors effectivement, mener un projet, une méthode, un projet de robotisation, j'allais dire, je vais plutôt vous parler au cours du projet, bien intégrer ces dimensions santé, mais aussi sécurité. Effectivement, en termes de gestion de projet, risque projet, intégrer les interactions homme-humain, mais le risque technique existe quand même aussi et toujours. Il faut intégrer, avoir une démarche globale d'analyse puis de réduction des risques. Si on n'a pas analysé les risques, on ne saura pas les réduire. À travers les facteurs techniques, je pense que c'est quand même important de les rappeler. Et puis ces facteurs, alors qu'on appelle humains, organisationnels, en tout cas qui touchent à l'opérateur et à l'opératrice, à l'humain. C'est moi qui ai perdu juste mon diaporama, mais je pense que c'est pas grave. Les pages défilent. Ouais. On est tout bon. Donc effectivement, cette notion, c'est pas linéaire. Hein. On parle beaucoup d'analyse du besoin et bien sûr, j'y reviens. Face à cette analyse du besoin, quels sont les risques potentiellement qu'on a en face et quelles sont les solutions en termes de mesures de prévention. Et systématiquement, il faut se poser cette question, est-ce qu'on est bien en adéquation et est-ce qu'on ne dérive pas, est-ce qu'on répond toujours à notre analyse du besoin quand on prend des mesures de prévention des risques. Alors, le premier point, et ça a été dit par les présentations précédentes, hein, la définition du besoin, qu'on mène un projet de cobotisation, de robotisation, comme pour toutes les machines, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Quel est le procédé? Alors, si le diaporama défile tout seul, et je ne vais pas être content. Quel est le procédé et quels sont les risques générés par ce procédé, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple sur un robot, à partir du moment où on intègre des aspects techniques, forcément on a ouais, je ne sais pas pourquoi il y a le diaporama qui saute, mais c'est pas grave. Donc, quelles sont les interactions, quels sont les besoins spécifiques associés à une collaboration entre un homme et un robot, et donc quelles sont les interactions prévues entre l'opérateur, l'opératrice et l'ensemble du système technique qui là sera composé pas que du robot, on l'a dit, des outils, des pièces. Et puis ça a été dit par les collègues précédemment, quelles sont les modifications éventuelles que tout ça va engendrer en termes d'activité pour l'opérateur, mais plus largement au sein de l'entreprise, pour le collectif potentiellement, et en termes d'organisation. Moi, je reviens aussi globalement, mais même si ça a été dit, il n'y a pas de technologie miracle qui réponde à tous les besoins. En quoi la solution qu'on retient technique, mais aussi en termes de mesures de prévention, répond toujours à ces besoins et qu'on arrive à garantir la santé et la sécurité des opérateurs. Alors, les risques générés par ces collaborations homme-robot, ils sont techniques potentiellement dans un premier temps, liés au contact. Liés au contact. Alors, je crois qu'il y a un problème, le partage d'écran est en pause. Non, c'est bon, vous arrivez bien à voir? Parce que moi, j'ai un Oui, problème on voit ton écran, Jean-Christophe, il n'y a pas de souci, c'est le bon écran. Mais moi, il saute, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. On a tous ces risques mécaniques liés, bien sûr, aux éléments mobiles d'un robot, le bras, l'articulation, avec potentiellement l'ensemble du corps. Un robot, on va l'installer aussi dans un environnement, donc il y a possibilité d'être écrasé, d'être coincé entre des mouvements de robot et le corps humain. Et puis, on a parlé, bien sûr, des problèmes aussi psychologiques, les aspects cognitifs et les aspects physiques
robotique que je viens d'évoquer. À savoir que sur un procédé, on peut avoir des risques de brûlure, de perforation, etc. Je ne vais pas m'étendre principalement ensuite, parce que là, c'est mes collègues et Alain en particulier, on parle beaucoup mieux que moi sur ces notions d'activité, de charge mentale potentielle, de nouvelles informations à apprendre, de gérer les incidents. Ceci, voilà, toutes ces notions où c'est l'opérateur, l'opératrice qui va faire cette variable d'ajustement. Penser à l'ensemble du collectif également, voilà, de travailler avec une technologie, est-ce qu'on fragilise pas à un moment le collectif, ces notions de collectif qui sont potentiellement protecteurs, et est-ce qu'on n'isole pas un opérateur, une opératrice avec une nouvelle technologie. Alors très rapidement, et tout ça sera bien détaillé sur les slides suivants, même si je vais les passer assez vite. Je voulais repartir un peu de qu'est-ce que la technologie nous offre tout de même. Voilà, il y a des évolutions technologiques, on en a parlé tout à l'heure. Alors vraiment sur la robotique collaborative, on a des solutions technologiques qui nous permettent effectivement de travailler en collaboration, en interaction avec des opérateurs. Et je vais rappeler ensuite très rapidement les différents facteurs humains, organisationnels qu'il ne faut pas oublier quand on fait notre analyse du risque. Donc les éléments de prévention en termes de facteurs humains, les principes généraux, ils ont été dit: intégrer le plus en amont possible les futurs utilisateurs dans la réflexion, bien identifier et décrire l'ensemble des tâches. Alors même si je vais peut-être parler beaucoup de prescrit à un moment donné, mais il faut aussi travailler sur le prescrit, définir les tâches bénéficiant de la robotique collaborative, anticiper ces modifications en termes d'organisation, je l'ai dit, du collectif et des différents rôles des utilisateurs et de leur activité. Et puis anticiper et communiquer, ça a été dit précédemment, communiquer, c'est très important sur quelle est la répartition de ces tâches entre le système robotisé et les futurs utilisateurs. Et puis, ça a été dit aussi, cette résistance au changement qui n'existe pas a priori, il faut bien communiquer sur les avantages. Qu'est-ce qu'on va apporter en termes de suppression de tâches répétitives? Parce qu'effectivement, hein, le thème, c'est bien performance, industrie future au service d'eux. Bah oui, potentiellement, c'est bien au service d'eux, mais attention, on intègre aussi, on ajoute potentiellement à un moment donné des risques. Je sais pas pourquoi là j'ai une diaporama qui repart. Tac. On rajoute potentiellement des risques liés à la technique. Donc les différents éléments de prévention, toujours en termes de facteurs humains et d'intégration, à un moment donné, on va bien intégrer une technologie. C'est construire du sens, donner aux opérateurs les moyens de se forger une représentation vraiment adéquate du robot. Qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les tâches que réellement il va mettre en place. Ça s'intègre pas, c'est pas comme on dit du plug and play, ça nécessite quand même de construire des repères, d'avoir de la formation et de commencer à faire des premiers tests potentiellement hors situation de travail, puis en situation de travail réelle, afin à chaque fois on réajoute, de nouvelles variables pour être au plus proche in fine de la situation de travail que l'on veut intégrer. Et puis ensuite, ça a été dit également, l'usage, in fine dans l'activité, on aura différents usages, il faudra bien les construire et les consolider et accompagner les opérateurs dans cette construction. Alors l'acceptation, on en a parlé. Une nouvelle techno, même si elle paraît simple, elle peut être rejetée a priori par des utilisateurs. Elle peut-être au contraire, les utilisateurs vont dire oh c'est super, c'est magnifique cette techno. Et puis à contrario, une plus complexe, oui, elle peut facilement être acceptée ou également acceptée dans un premier temps et finalement rejetée. Pour plein de raisons, ça a été évoqué un tout petit peu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut continuer, il faut faire du suivi de ces intégrations de nouvelles technologies, parce que les raisons sous-jacentes à ces différentes situations, elles renvoient tout un ensemble de questions, qui sont groupées sur les notions d'acceptabilité, d'acceptation, et c'est pas, on va pas détailler tout cela aujourd'hui. Donc cette notion de suivi, voilà, même s'il y a acceptation, les risques ne disparaissent pas forcément. Il faut mettre en place un suivi de l'intégration avec un processus, on va dire,
telle la qualité, d'amélioration continue, faire des sessions d'évaluation de la collaboration telle qu'elle a été envisagée et ensuite dans le temps, et mettre en place des systèmes de retour d'expérience. Alors, système de retour d'expérience aussi bien pour des aspects négatifs que pour les aspects positifs également. Faire remonter du retour d'expérience positif, pour le coup, c'est positif. Donc, en résumé, voilà, comme toute machine, et je dirais même comme toute situation de travail, bah, il faut établir un cahier des charges. Ça a été dit, Alain l'a dit, comment formaliser, comment écrire ce qu'on ne connaît pas, bah, ça c'est une excellente question. Comment formaliser l'invisible, bah, c'est pour ça qu'il faut discuter avec tout un ensemble de personnes. Je vous renvoie sur une brochure, donc INRS, même chose sur le cahier des charges. S'appuyer sur des intégrateurs aussi, se divertir ce parti, s'appuyer sur des ergonomes, ça a été dit juste avant, de façon à mettre en place vraiment une approche globale d'analyse et de réduction du risque pour l'application définie. Je reviens bien quand même à mon analyse des risques et la réduction des risques. Quelles sont les mesures de prévention que l'on intègre? On instaure un processus, je l'ai dit, qui n'est pas linéaire, qui est bien itératif, d'échange entre les différentes parties prenantes. Alors là, en l'occurrence, intégrateur, utilisateur, fournisseur, mais bien sûr, on peut ajouter ergonome, potentiellement même CARSAT, c'est pas mal. Voilà, mais bon, toutes les parties prenantes qui seront nécessaires. Et puis, ne pas oublier, in fine, excusez-moi, je reviens de la technique pure et dure, une réception de l'ensemble que l'on a constitué, bien vérifié. Donc ça, c'est la réception. On regarde bien qu'on respecte, que ce qu'on nous livre respecte bien le cahier des charges initial, mais aussi parce que là on l'a encore pas évoqué, il y a des aspects réglementaires également qui existent, et si on les a pas pris en considération dès le départ, bah, on est bien embêté pour ensuite s'y conformer. Et donc tout ce qu'on dit là, il y a une notion de réglementation machine, directive machine pour l'instant 2006-42 CE, et très rapidement le nouveau règlement 1230 là, qui a été publié en 2023 et qui sera mis en application en 2025. Avant de poursuivre, je voulais vous faire un petit point de vigilance sur pas de technologie a priori pour une solution. Là, je vous mets je vous envoie ça comme ça d'un coup, mais sur des projets d'automatisation, par exemple sur des problématiques TMS, ben oui, on veut robotiser, on veut automatiser pour réduire ces risques-là, mais tout n'est pas automatisable. Ça a été dit, je crois, tout à l'heure aussi. Il y a des opérations manuelles qui vont perdurer. Quels sont ces besoins en termes d'assistance physique par rapport à la robotisation et des opérations qui restent manuelles? On a tout un ensemble de solutions technologiques. Le collègue a parlé tout à l'heure d'exosquelettes, effectivement, ça existe. Des exosquelettes, des robots d'assistance physique guidés manuellement, de la robotique collaborative. On peut introduire également de la robotique mobile, et puis de l'automatisation. Et même dans l'automatisation, on aura toujours de la collaboration entre un système et un humain. Moi, je fais partie de la génération des années 90 où on rêvait d'usines sans humain. Bon, je crois que ça s'est jamais fait. Je crois que j'ai entendu parler qu'on en rêvait encore. Bon, à suivre. Mais voilà, il y a toujours une collaboration à un moment entre un système technique et un humain, et des risques qui sont liés à cette interaction entre système technique et opérateur. Alors, qui s'analyse plutôt d'un point de vue risque machine, on parlait de réglementation tout à l'heure, ou alors avec des collègues plutôt risque assistance physique sur des problèmes physiologiques. Un deuxième point de vigilance, mais ça a été dit également, mais je renvoie encore sur une autre brochure, c'est bien de prendre en compte tous
les usages. Il n'y a pas qu'un usage à un moment donné, il n'y a pas que la production dans la vie, même si effectivement c'est important et c'est ce qui fait la performance. Il y a la maintenance. Si la maintenance n'est pas prise en compte à la conception, la performance elle va baisser. Et puis il y a tout ce cycle de vie quand même également d'une techno à prendre en compte à la conception. Voilà les différents éléments que je voulais vous livrer dans cette présentation. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je pense qu'il est temps maintenant justement d'aller voir sur le terrain comment s'est passé un projet d'automatisation. Et là, je vais redonner la main à Ferdinand et à Malvan qui vont vous faire part du témoignage avec Fabien Guignard de la laiterie de l'accueil. Ferdinand, je vous donne la main sur le diaporama. Tac, 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 tac. Et voilà. C'est tout bon? Oui. Malvan, tu veux y aller? Ou c'est Fabien Guignard? Non, c'est Malvan. Oui, donc comme ça a été dit juste avant, donc on va reprendre l'exemple un peu plus du coup concret d'une intervention à base d'une demande du coup portée vers l'amélioration, l'attractivité des métiers en lien avec un projet d'automatisation. Donc on va reprendre l'exemple d'un projet qui a été porté par la Société laitière de l'accueil et on a pu accompagner donc avec le cabinet AFOS tout au long de l'année dernière, donc sur une intervention qui a duré une année. Donc voilà, donc la présentation elle va se faire avec Monsieur Guignard, du coup, qui est le responsable d'exploitation et aussi le chef du projet. Donc il va pouvoir nous apporter aussi son regard terrain avec son regard aussi manager. Donc, notre entreprise est une coopérative fondée dans les années 50. Aujourd'hui, on va traiter 27-28 millions de litres de lait pour 3500 tonnes de fromage vendus à la fin de l'année. On est essentiellement sur des marchés de niche. On va faire des bleus d'Auvergne, des formes d'Ambert, des AOP et d'autres formats en pâte persillée, 35 fromages différents à peu près chez nous, 250 références commerciales. Alors, pour nous, c'est une stratégie commerciale voulue, de ne pas lutter avec les plus gros que nous sur les volumes et sur les prix, mais par contre de garder notre esprit coopératif en créant de la valeur. Donc, c'est une stratégie voulue, mais par contre qui nous donne des grosses difficultés en termes de gestion quotidienne, parce qu'on s'appuie sur un gros savoir-faire, de nos opérateurs qui s'est perdu ces dernières années parce que des générations entières sont parties à la retraite, des gens qui avaient 35, 40 ans de boîte. Une gestion quotidienne des ateliers difficile, beaucoup de tâches manuelles, physiques, c'est pour certaines, et un turnover important sur ces tâches-là. Donc, on a décidé de se lancer sur un projet de modernisation de nos ateliers en ayant pour but de redonner de l'attractivité à notre entreprise, à notre métier, en changeant les métiers à l'intérieur et en donnant un sens différent. Madeleine ? Oui, alors si tu peux retourner juste sur la diapositive précédente, du coup, avec cette demande et ce projet donc, qui est porté par la société laitière, nous, on intervient du coup dans ce contexte-là avec le cabinet AFOS. Donc, c'est une intervention qui a été cofinancée par Industrie du Futur, par la MSA, et qui a aussi tout du long été suivie par l'Université Clermont-Auvergne et le Master d'ergonomie de l'activité de Clermont. Donc l'objectif pour nous, c'était vraiment d'intégrer ce projet d'automatisation que portait la société laitière en l'intégrant finalement à tout le système de travail. Ici, c'était porté sur l'atelier de conditionnement de l'usine. Donc ça signifiait prendre en compte du coup l'ensemble des situations de travail à la fois existantes, donc actuelles sur l'atelier, mais aussi toutes les situations futures qui allaient être transformées par le projet d'automatisation. Voilà, donc il y avait vraiment cet enjeu, comme on le disait tout à l'heure, une vision systémique de pouvoir prendre en compte l'ensemble de tout ça. Donc du coup, c'est passé par plusieurs analyses du travail sur lesquelles on reviendra plus tard. Et aussi, ça tenait compte finalement d'intégrer tous les projets que portait aussi l'atelier conjointement à ce projet d'automatisation, et notamment le fait qu'il y allait avoir une possible extension de l'atelier dans les années futures.
Donc, il y a une conception architecturale qui devait être prise en compte aussi avec ce projet d'automatisation, et aussi un projet qu'avait la société laitière qui était plus du côté d'une nouvelle répartition et une nouvelle définition des tâches des managers notamment, et aussi de l'ensemble des salariés de l'atelier. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de tenir compte de tout ça pour pouvoir transformer et finalement que la conception elle puisse aboutir à des réussites et de ne pas parvenir aux écueils qui ont préalablement été cités dans les interventions précédentes. Du coup, par rapport à la démarche qui a été mise en place, merci. Par rapport à la démarche qui a été mise en place, ça s'intégrait vraiment dans la volonté de tenir compte de l'ensemble des enjeux de performance que portait la société laitière et les salariés de la société laitière. Donc, ce sont les enjeux qui sont représentés dans la figure au-dessus, dans la diapositive. La porte d'entrée, c'était vraiment l'attractivité, comme l'a dit M. Guignard, c'était vraiment de fidéliser les salariés, c'était de rendre attractifs les métiers de conditionnement qui perdaient peu à peu en attractivité justement ces dernières années. Et il y avait aussi un enjeu fort de productivité, notamment de tendre vers des flux tendus que l'automatisation, du coup, devait permettre d'atteindre. Donc, nous, on est arrivé dans ce contexte-là pour accompagner la société laitière. Et on a intervenu pendant une année avec eux. Donc, ça nous a vraiment permis d'accompagner ce projet sur l'ensemble, du moins une grande partie des étapes de conception et du projet. On est arrivé là, pour le coup, de façon très précoce dans le projet, donc dès les études de faisabilité. Et en fait, pouvoir accompagner l'ensemble de ces étapes, ça nous a permis de pouvoir faire des allers-retours entre les différentes étapes de conception, ce qui est peu forcément le cas quand on arrive de manière tardive. Mais là, on avait vraiment du coup des marges de manœuvre qui étaient assez importantes et qui nous a permis de revoir du coup des objectifs et des décisions qui avaient été prises lors de phases précédentes tout au long des analyses du travail qui étaient faites. Et donc là, on va prendre justement l'exemple d'une décision qui avait été prise au début du projet et dont les analyses du travail et les analyses aussi plus techniques en termes de prix ont permis du coup de re-questionner tout au long de l'accompagnement. Donc on va prendre un exemple précis qui était l'automatisation de l'encaissage. Donc actuellement, à la société laitière, l'encaissage se réalise de manière manuelle, c'est-à-dire que les opérateurs prennent les fromages et les mettent en caisse de manière manuelle. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur les illustrations en bas à gauche. Donc, les opérateurs qui prennent les fromages qui arrivent sur le convoyeur et les déposent dans le carton et ensuite qui vont repartir sur le convoyeur pour être palettisés. Et donc, l'idée en arrivant dans le projet, c'était d'automatiser cette tâche justement pour tendre vers des flux tendus. Ça permettrait d'aller plus vite. Et aussi, c'était l'idée de supprimer cette tâche qui aurait peu de valeur ajoutée pour les opérateurs qui passent finalement plusieurs heures par journée à prendre des fromages et à les poser en caisse. Et donc, ça permettrait justement d'améliorer l'attractivité, donc l'un des enjeux forts que portait le projet. Et finalement, tout au long du projet, tout au long des analyses qui ont été réalisées, on s'est rendu compte de plusieurs choses, notamment par les observations qu'on a fait sur le terrain avec l'ensemble des opérateurs qui réalisent cette tâche manuelle. On s'est rendu compte que finalement, ils faisaient face à la variabilité, ils faisaient face à la diversité du travail. Et en fait, ils vont venir réguler avec des stratégies qu'ils ont, donc qu'ils opèrent, pour finalement réguler les dysfonctionnements qu'il existe sur les machines en amont sur la ligne et qui vont finalement parvenir à assurer la qualité du papier du fromage, donc comme on peut le voir sur les photos ci-dessous. Donc, à la fois, finalement, les interventions humaines, elles permettent d'assurer la qualité du fromage. Et en plus de ça, les entretiens qu'on a réalisés avec eux, d'abord de manière individuelle, puis après de manière collective avec l'ensemble du collectif, ça a permis finalement de mettre en avant aussi que cette tâche, elle a vraiment une valeur ajoutée pour eux, elle a vraiment un sens pour eux parce que finalement, ils se sentent pour quelque chose dans la qualité du fromage, ils se mettent à la place du client qui va voir ces fromages au rayon et se disent que grâce à eux, ils vont avoir un bon fromage et ils sont finalement satisfaits de ça. Donc, ça vient re-questionner tous les enjeux d'attractivité qui étaient posés dès le départ et auxquels devait répondre l'automatisation de cette tâche. Et donc, au fur et à mesure de ces analyses, finalement, on a pu concevoir des solutions alternatives qui étaient différentes du coup de la solution proposée au départ et donc de proposer d'autres solutions, qu'elles soient technologiques comme des automatisations, mais aussi d'autres solutions qui étaient plus côté de l'organisationnel ou plutôt du côté de la formation et que peut vous expliquer M. Guignard. Voilà, donc au début, comme vous expliquez Malvan, l'idée c'était d'automatiser beaucoup de tâches chez nous. Et effectivement, on n'avait pas pris en compte
toutes les tâches qui ne sont pas sur les fiches de poste des opérateurs, mais qui sont nécessaires à assurer la qualité de notre produit final. Et tout ça, ça nous a amené à nous reposer des questions sur et évaluer les tâches des opérateurs sur différents points en reprenant des choses importantes qui sont les cahiers des charges produits finis, les spécificités de palettisation, par exemple, les rôles de chacun dans les ateliers et de vraiment approfondir les témoignages de chacun sur quel est leur travail, mais quel est leur travail réel. Et de là, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on travaille sur leur ergonomie au poste, en fait, leur donner plus de confort sur nos fins de ligne, notamment pour ces tâches justement de mise en carton. Et donc, vous pouvez voir un petit schéma où voilà, on travaille en ce moment, on est en train de peaufiner ce devis-là. On travaille sur leur donner du confort et travailler dans un sens, quoi. Voilà. Gros travail sur le flux dans l'atelier. On peut avancer. Permis. Malvan, c'est à toi. Oui, pardon. Alors du coup, l'ensemble des analyses qui étaient menées à la fois sur les analyses fonctionnelles, donc ce qui se passe dans le travail, couplé aussi à ce qui se passe plutôt les analyses techniques, notamment sur les enjeux économiques, parce qu'une automatisation de l'encaissage, on avait pu faire de premiers devis avec les premiers besoins qui étaient ressortis et ça portait vers 800 000 € pour automatiser l'encaissage de 3 lignes. Donc tout ça mis en lien et en parallèle, ça nous a amené, comme disait M. Guignard, à réorienter nos besoins, réorienter aussi les solutions qui pouvaient être conçues. Et donc, on a vu aussi, ça nous a permis aussi de revoir la démarche d'intervention qui avait été prévue initialement, qui avait été construite au départ de l'accompagnement, et notamment de construire un projet de conception autour de plusieurs pôles, comme nous on l'appelle, et notamment un pôle qui n'était pas forcément prévu au départ, qui est le pôle de la maîtrise d'usage. Donc ça, c'est un pôle qui, pour nous, en ergonomie, est très important, qui permet aussi d'apporter une énorme plus-value dans les projets et de parvenir justement à réussir les projets, et en fait qui consiste à intégrer de manière prédominante les utilisateurs futurs du futur système de travail dans la conception du projet, notamment en élaborant les cahiers des charges. Donc là, dans ce cas-là, dans le cas de ce projet, les opérateurs, les chefs de ligne ont participé, ont construit le cahier des charges qui est parti de leurs préoccupations réelles de terrain pour finalement construire les besoins et les repères de conception. Et de la même manière, pour la phase plutôt avec la maîtrise d'œuvre, donc concernant la mise en concurrence de la maîtrise d'œuvre, on a pu réaliser aussi des simulations sur maquette avec les responsables, avec les opérateurs et avec les fournisseurs, justement pour essayer d'anticiper les situations futures et donc de pouvoir affiner et revoir les repères de conception qui ont été construits avec la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc après, on a créé des... Pardon, il faudrait revenir un petit peu en fait. Non, désolé. On a créé des groupes de travail dans l'entreprise en partant de la direction, des objectifs à venir, de se dire où est-ce qu'on sera dans 10 ans, quel sera notre tonnage, quel sera nos nombres de références, est-ce que la stratégie commerciale sera toujours la même. On a intégré les responsables aussi dedans, de tous les services, conditionnement, celui-là en particulier, mais affinage aussi, maintenance. Et quel est le rôle de chaque service dans le processus global, comment notre service fabrication livre des fromages conformes au conditionnement, par exemple. On a intégré aussi les opérateurs et on a relevé beaucoup de points de travail, beaucoup de tâches de tout le monde. Et on a réécrit des fiches de poste et des définitions de fonctions. Voilà, vous pouvez passer à la suivante. Alors, les transformations, oui, elles sont de nature diverse. Techniques, comme je vous expliquais, on a créé des repères pour nos cahiers des charges futurs. Quels sont vraiment nos besoins machines? On met en place un groupe de travail maintenant tout nouveau aussi, production et commercial, parce qu'on avait mal appréhendé aussi la notion de nos commerciaux, notre stratégie commerciale, ainsi de suite, pour qu'on puisse travailler sur le nombre de références et harmoniser des formats de carton, par exemple. Les transformations humaines, alors on a eu beaucoup d'échanges avec les équipes
et on en a encore. On s'est rendu compte que l'humain avait peur de ce qu'il ne connaissait pas. Le rôle des managers est aussi de faire de la pédagogie, hein, bien sûr, et de faire comprendre et connaître pour accepter. Voilà. Pour les gens chez nous, au début, c'était ils vont mettre un robot, ça va remplacer un homme, alors que le but pour nous, c'était de les aider et de donner de l'attractivité à notre métier, bien sûr. Ça nous a permis de nous dire qu'il fallait qu'on oriente une stratégie RH aussi dans notre entreprise pour demain, avec de l'automatisation, des robots, comment on travaille, quel type de personnes on recrute, comment on fait monter en compétence nos équipes, quelle formation on leur amène. Tout ça, c'est des questions qui, à la base, on ne s'était pas posées. Voilà. Après, des questions organisationnelles, hein, donc comme je vous expliquais, on a travaillé sur la définition de fonction hein, de tout le monde, redonner un sens différent au travail en anticipant l'automatisation, en préparant nos responsables à des conduites d'ateliers plus automatisées, nos chefs de ligne, nos opérateurs, voilà, en construisant avec eux des plans de formation et surtout des contraintes, des transformations architecturales. Hein. Comme vous expliquez, Malvan, on travaille sur des plans d'extension future, mais on a déjà travaillé sur la gestion des flux dans nos ateliers, parce que pour nous, c'est très important pour pouvoir intégrer une solution automatisée. Il faut qu'on rende ça plus fluide. Et donc, on a déjà déplacé des machines pour rationaliser tout ça et apporter les besoins au bon endroit. Voilà. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Alors, les effets attendus, hein, bien sûr, le résultat final, c'est d'augmenter les performances de notre entreprise, hein, clairement, redonner de l'attractivité à nos métiers, en agissant sur certains points, hein, bien sûr, la santé physique de nos salariés. Hein. L'idée, c'est de les conserver longtemps. Maintenant, il y a la retraite à 64 ans, vous savez, donc il faut qu'ils travaillent plus longtemps. La santé psychosociale, hein, garder un contexte de cohésion dans nos équipes. Donc, il faut prendre compte de leurs remarques et voilà. Hein, et la productivité, pour nous, elle viendra toute seule. Si tout est accepté et que c'est bien pensé, la productivité viendra ensuite. Et voilà, pour nous, le but, c'est vraiment gagner en attractivité et fidéliser notre personnel. On peut passer à la dernière diapo. Voilà, donc effectivement, la prise en compte de l'humain, elle est importante. Peut-être qu'on a mis quelques mois de trop, mais voilà, aujourd'hui, on a compris. On comprend toujours nos erreurs, hein, donc aujourd'hui, on a compris et c'est important parce que c'est pour eux qu'on travaille en fait. Hein, c'est pour l'entreprise bien sûr, mais c'est aussi pour notre personnel. Et ça. C'est important de communiquer là-dessus et d'échanger beaucoup avec les équipes. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si Malvan veut rajouter quelque chose. Oui, bah pour conclure rapidement, c'est vrai que sur certaines phases, on a passé du temps, on a passé beaucoup plus de temps qu'on l'avait prévu au départ. Mais après, ça a été du temps utile, ça a été du temps judicieux qu'il fallait prendre parce que finalement, une fois que ce sera mis en place, on se rendra compte qu'on a vraiment eu raison de prendre ce temps parce qu'on s'est toujours re-questionné. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, comme on le disait un peu au début, sur les différentes phases, mais même au sein des mêmes étapes de conception. On a dû retravailler, par exemple, avec les managers parce que, par exemple, des fois, on était passé trop vite. Du coup, il a fallu retravailler beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posaient, notamment en termes d'automatisation. Des fois, on a repensé l'automatisation vers d'autres solutions toujours automatisées, mais qui étaient complètement différentes de l'idée prévue au départ. Et donc, tout ça, finalement, ça a permis, on le suppose, en tout cas, il y a déjà des effets qui sont mesurables actuellement, même si c'est encore en cours de conception, de pouvoir intervenir tôt dans le projet. Ça a permis d'avoir plus de marge de manœuvre et donc in fine, du coup, de limiter les surajustements qui pourraient être très coûteux en entreprise et notamment des surajustements qui seraient parfois même impossibles une fois que c'est mis en place. Voilà. Merci beaucoup, Fabien et Malvan, pour ce témoignage
donc ce projet qui a été mené ou qui est en cours toujours à la laiterie de l'accueil. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées fortes quand même qui sortent de ce témoignage et de tout ce qui a été dit en amont. Et on voit, en fait, je trouve que ce témoignage permet de regrouper un petit peu tous les propos qui ont été tenus en amont et de voir que, concrètement sur le terrain, un projet mené, on va dire, dans les règles de l'art, permet de s'appuyer sur ces différents points. Je ne sais pas si Ferdinand, vous aviez une conclusion à apporter sur ce témoignage ou si c'est bon pour vous. Non, moi je le trouve très, très clair et puis très en phase avec tout ce qu'on a dit avant d'un point de vue théorique. Donc voilà, après ce qui pourrait être intéressant, c'est de continuer de mesurer ces effets sur le long terme, parce que déjà dans la phase de conception, on se rend compte que d'un point de vue psychosocial, le projet c'est une ressource psychosociale. Alors, on peut imaginer qu'une fois que tout sera transformé, voilà, ça sera super et ça sera peut-être l'occasion d'une nouvelle communication. Très bien, super, merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. Je vais passer la main à Émilie. Est-ce qu'il y a des questions, Émilie? Je n'ai pas l'impression. Écoutez, non, effectivement, il n'y a pas de questions. Je pense que tout le monde a été clair dans ses explications. Ou alors peut-être que voilà, les gens n'osent pas peut-être, hein, donc n'hésitez pas si on a encore Mais un peu le de temps. questionnaire fonctionne en tout cas, donc Oui. n'hésitez pas. N'hésitez pas sinon à lever la main si vous le souhaitez. On pourra aussi prendre en compte ce mode d'échange. Moi, je souhaitais, alors un petit peu pour clôturer ces échanges, parce qu'on s'approche quand même du terme de ce webinaire, relever en fait les points clés que j'ai identifiés dans les différents propos qui ont été tenus. Alors, je vais répéter ce qui a été dit pratiquement en dernier dans ce webinaire, mais dans le témoignage de la laiterie de l'accueil, c'est prendre en compte précocement le facteur humain dans les projets de transition technologique. Ça me paraît vraiment le point essentiel. C'est-à-dire qu'on parle de technologie, mais au final, c'est toujours l'humain qui est essentiel dans tous ces projets. Et comment on prend en compte précocement? Eh bien, là, c'est pour faire peut-être le lien avec l'intervention d'Alain Balsière, pardon, de la CARSAT tout à l'heure, c'est en faisant une analyse du poste de travail, une analyse approfondie de la situation et du poste de travail. Donc ça, c'est le premier point que j'avais relevé. Un deuxième point aussi qui me semblait important, et là je vais faire référence à l'intervention de Jean-Christophe Besse de l'INRS, c'est prendre en compte tous les usages. Parce qu'on va voir l'aspect production, ça on va se dire, bah tiens, c'est essentiel, il faut qu'on gagne en productivité, il faut améliorer les conditions de travail des salariés, très bien, mais aussi il faut penser au service maintenance, il faut penser au service achat, il faut penser… Et en fait, c'est vraiment prendre en compte tous les usages quand on réfléchit à ça, donc mettre dans le groupe de travail toutes les personnes qui vont être impactées par ce projet. Et pour continuer sur les propos de l'INRS, même s'il y a l'acceptation de toutes ces personnes, les risques ne disparaissent pas forcément, et c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois aussi, mettre en place un suivi. La conclusion de Ferdinand était dans ce sens aussi, un suivi dans un processus, par exemple, d'amélioration continue, qui permet de continuer à faire progresser le système qui est mis en place. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais conclure, et là, je reviens sur les propos de Malvan, donc de l'entreprise Afos, c'est que, encore une fois, l'humain est au cœur du projet, et ce projet permet d'améliorer l'attractivité de l'entreprise. Et améliorer l'attractivité, c'est en donnant du sens au travail. Et ça, c'est peut-être quelque chose auquel on ne pense pas au début, quand on se dit, tiens, on va automatiser, on va robotiser un poste de travail. Et bien, au final, ça redonne du sens au travail des opérateurs qui vont travailler autour de cette technologie. Et puis, bien sûr, améliorer les conditions de travail et la santé physique des opérateurs. Donc, je pense que si on garde ces grandes idées, on a toujours, on a toutes les chances, en tout cas, d'aboutir à un résultat qui va être pertinent pour tout le monde. Je vois qu'il y a une question, Tout à fait. Émilie, peut-être.
Tout Je à vous fait. donne- Alors, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question. Alors, il est important donc de faire rentrer un outil pour technicien quand on parle de cobotique. Alors, je ne sais pas, voilà, si c'est plutôt une question ou une affirmation. Jean-Christophe, peut-être une réaction à ces propos? Ben non, parce que j'ai pas très bien compris en fait. Mais D'accord. De faire rentrer, donc, est-il important donc de faire rentrer un outil pour technicien quand on parle de cobotique? Alors, effectivement, j'ai pas plus d'informations que ça. Ouais, je sais pas forcément interpréter la question. Je sais pas qu'il faut prendre en compte les gens de la technique, mais oui, forcément. Je pense que c'est un outil méthodo peut-être par rapport à ça. Mais Oui, d'accord, j'ai une précision par la suite. Donc, la même personne donc, nous demande si, en tant qu'intégrateur de Kobo, y a-t-il une plateforme ou organisme qui peuvent nous aider à titre gratuit? Car aujourd'hui, donc, les organismes de contrôle sont très loin du compte afin que l'ergonomie soit respectée. Donc, c'est pas la. Si, alors là, du coup, c'est très clair. Voilà. Je crois que là, du coup, c'est très clair. Et effectivement, je crois que ça a été dit. Nos collègues de CARSAT travaillent avec les entreprises. Alors, gratuitement, certes, parce que nous sommes payés par déjà des cotisations des entreprises. Donc, on ne se fait pas payer deux fois. Et font appel potentiellement à l'INRS s'il y a besoin. Alors, les organismes de contrôle, ça dépend ce qu'on leur demande. Hein. Je connais des gens très compétents dans des organismes de contrôle, mais si on leur demande de faire de la vérification de conformité à ces organismes de contrôle, ils font de la vérification de conformité et malheureusement, les aspects ergonomie, vérifier la conformité de l'intégration de l'ergonomie à la conception, je sais pas faire. Moi, je sais pas, Alain. Alors, il Pas y mieux. a une Pas mieux. Puis moi, j'ai un problème, c'est que j'ai des problèmes. On m'entend pas? de connexion. Si. Vous m'entendez, non? Ouais, Oui. J'ai un problème de connexion et du coup, j'ai pas entendu la question non plus. Donc ça, moi, j'ai une coupure au moment de la question. Ah, c'est facile ça. Non. Non, je me La demandais question, c'était quoi la qui est-ce question? qui pouvait apporter de l'aide dans l'intégration de cobotique. C'était un intégrateur qui posait la Voilà, question. Donc, précisément, enfin, D'accord. précisé à titre gratuit. Hein. Alors, ouais, titre Ah, gratuit. c'est Alors, gratuit. moi, Mm. je Donc me on est permets, chez les ergonomes alors. ouais. je me permets d'intervenir parce C'est que bon, dommage. on a eu l'intervention de l'entreprise AFOS et AFOS est une entreprise qui est référencée par la région pour accompagner les entreprises et on voit dans quel domaine ils peuvent accompagner les entreprises et il y a tout ce travail amont d'études d'ergonomie et dans le cadre d'un programme qui s'appelle Industrie du futur, robotique et automatisme. Et ce programme en fait permet à une entreprise de bénéficier d'un accompagnement d'experts sur une thématique avec une prise en charge du coût de la prestation à hauteur de 50% par la région. Donc là, ça s'adresse aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, donc là, il y a une solution possible pour répondre à cette question-là. Voilà, et en même temps, merci peux- Christophe, tu as répondu à une question qui avait été posée pour savoir effectivement si des subventions existaient au niveau de la région. On a une autre question qui est la suivante. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la complémentarité des rôles de l'ergonome et de l'intégrateur? Alors, Ferdinand, vous vous lancez? Oui. Du coup, j'en profite pour répondre à la demande d'avant. Bon, effectivement, ça a été répondu sur le fait qu'il y a des subventions pour l'accompagnement par un ergonome, notamment par Industrie du futur. Mais encore une fois, nous, notre intervention, elle n'est pas neutre économiquement. En fait, on va faire gagner de l'argent à l'entreprise. Enfin, c'est vraiment assumé. Hein. Le but, c'est que c'est un investissement qui aura un retour sur investissement, mais fois 10, fois 100, on est sûr de ça. Et donc, si je veux répondre à la deuxième question, le rôle entre l'ergonome et l'intégrateur, alors peut-être aussi parmi les écueils de conception qu'on retrouve, c'est des fois de nous faire intervenir un peu trop tard, une fois que l'intégrateur a déjà pas mal bossé sur
sur une proposition technologique, alors que ce soit pour justement l'intégration des technologies, mais que ce soit dans les projets archi où on va arriver, l'architecte il a déjà fait 2-3 versions de plan, et c'est à ce moment-là qu'on nous intègre pour penser l'ergonomie. Donc on va forcément retourner voir le travail réel, faire émerger des nouveaux besoins très très fins liés à l'activité, et du coup la proposition est toujours, j'ai envie de dire, hein, un peu caduque une fois que nous on a livré notre rapport. Le top du top, c'est de nous faire intervenir en amont, quitte à ce que l'intégrateur soit déjà choisi, quitte à ce que voilà, et qu'on réfléchisse ensemble à comment on répartit nos rôles dans le projet. Mais le mieux, c'est qu'on soit en amont pour aider le maître d'ouvrage à construire son cahier des charges, son programme, et ainsi permettre une première version déjà qui soit très qualitative à l'intégrateur. Comme ça, il ne perd pas de temps et on ne perd pas de temps tous ensemble dans le projet. D'accord. Merci. Ensuite, donc j'ai une autre question qui sera plus à l'intention de Fabien et Malvan. Quels sont les premiers retours des opérateurs au regard du projet qui ont été établis donc dans la laiterie? Alors, le retour des opérateurs, au début, comme on expliquait, il a été pas très positif parce qu'ils étaient très réfractaires au changement. Du temps de discussion a été nécessaire pour leur faire comprendre quel pourrait être l'intérêt pour eux et surtout la prise en compte de leurs tâches réelles, vraiment, parce qu'au début, voilà, nous, on se focalisait sur une tâche, une machine fait une tâche, mais l'opérateur, comme tout le monde l'a bien dit avant, il fait des petites tâches pour pallier à l'accident de production. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte de l'intérêt, mais je pense qu'ils voient plus les choses quand on commence par de l'organisationnel et de l'architectural. Ils voient les choses bouger, ils voient le changement venir, et puis du coup, ils sont plus ouverts à la discussion de dire demain, on va automatiser quelque chose, ok, alors tiens, ce serait bien de faire ça, maintenant, on est plus dans un échange comme ça, quoi. Ils sont plus demandeurs qu'au départ, quoi. Je ne sais pas si Malvan veut rajouter quelque chose, mais… Oui, rapidement, oui, c'est vrai, c'est un peu comme disait Monsieur Guignard, c'est vrai qu'au début, il voyait l'automatisation comme un moyen finalement de remplacer, de venir supprimer des postes de travail. Donc, c'est un peu l'idée reçue du départ qu'il a fallu aussi déconstruire, mais ça ne s'est pas déconstruit par des discours, ça s'est vraiment reconstruit différemment par la démarche qui a été mise en place et notamment le fait que ce soit eux aussi qui soient porteurs, qui construisent les cahiers des charges et finalement qui soient à l'origine aussi de leur futur travail. Donc, c'est passé par plusieurs méthodes en ergonomie, mais notamment des groupes de travail dans lesquels on allait identifier des besoins ensemble qui allaient ensuite être traduits en repères. Donc ça, c'était toujours des phases qu'on construisait ensemble à partir, eux, de leurs préoccupations et eux, les problématiques, à partir des problématiques qu'ils vivaient dans le travail. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il y a déjà des effets qui sont mesurables, notamment dans la remontée des informations. Avant, ils subissaient un peu les changements. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le percevaient. Maintenant, ils sont à l'initiative aussi d'idées, de modifications peut-être des cahiers des charges, etc., directement à leurs responsables ou même entre eux, alors qu'avant, c'était quelque chose qu'ils ne discutaient pas forcément. Voilà, on est passé un peu d'un caractère un peu de résignation voilà, ils essaient vraiment de construire leur projet parce qu'ils se sont sentis vraiment intégrés et porteurs du projet, quoi. Il y a une montée en compétences globale en fait de toutes les personnes autour du projet. C'est chouette ça aussi. Et puis je crois Voilà, qu'il y a alors j'ai éventuellement une dernière question. Une personne donc, qui demande ce que vous pensez du marketing donc, autour de la cobotique. Exemple sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir. Donc là, c'est plutôt c'est une question quand même assez vaste et assez personnelle, je pense, pour chacun. Mais Ah non, je crois qu'on peut répondre professionnellement à ce genre de questions. J'encourage tout le monde ou personne, du coup je ne sais pas, à utiliser YouTube et les réseaux sociaux pour connaître de la techno. On nous vend du rêve sur tous ces médias-là. Je crois qu'il faut quand même le dire.
et c'est fait pour, le marketing, c'est fait pour ça. Mais il faut aller plus loin. J'ai parlé d'espoir porté par les technos parce que le marketing essaye de nous vendre du rêve. Mais c'est vrai dans la vie de tous les jours. Et au nom de l'INRS, et là je parle professionnellement, on est confronté à ça, bien sûr. Je pense que la démarche qui a été présentée aujourd'hui permet justement d'assurer l'investissement qui va être fait derrière, que ce soit un cobo, un robot, une machine spéciale automatisée ou rien du tout, un réaménagement du poste de travail aussi. Donc voilà, si ça peut répondre à la question. Alors, on va pas rester uniquement. vous m'entendez ou pas? Parce que du coup, je suis Oui, pas Oui. sûr. Mais... on t'entend là. Ah, voilà. Sans parler uniquement de la robotique collaborative, mais des nouvelles technologies en général, nous, on s'aperçoit que ça pose vraiment de gros problèmes quand les instances décisionnelles sont très, très éloignées du terrain. C'est-à-dire que, effectivement, on va recevoir que ce message-là, qui est un message commercial, et c'est normal, hein, c'est de bonne guerre, j'essaie de vendre mes produits, mais du coup, je ne vais pas forcément chercher l'adéquation entre mes besoins et la réalité des opérateurs sur le terrain. Et là, effectivement, quand ça se déploie, ça peut faire beaucoup de dégâts. Nous, c'est des constats assez récents, hein, que l'on fait aussi sur des nouvelles technologies, sur la façon de les déployer. Donc, ça rejoint exactement tout le témoignage de la laiterie, hein, qui a été fait précédemment. C'est-à-dire que cette mise en discussion, cette recherche du travail, de la réalité du travail des opérateurs, de la réalité des engagements des opérateurs, en allant aussi sur les affects, parce que c'est extrêmement important. Hein, voilà, on s'adresse à des personnes, je crois que ça a été clairement dit. C'est primordial pour la réussite des projets derrière. Et effectivement, dans ce type de déploiement de projet un petit peu déconnecté des réalités, ça peut faire beaucoup de dégâts. Merci Alain pour cette réponse, pour ce complément de réponse. Et je vois qu'on arrive au terme de notre webinaire. On va essayer de respecter, on a respecté l'heure de départ, on va respecter l'heure de fin du webinaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Émilie, mais de toute façon, les questions sont archivées. Et s'il y a des questions qui restent sans réponse, on reviendra vers vous par mail pour vous apporter une réponse ou une mise en relation. Je tenais à remercier tous les intervenants qui ont participé à la construction et au déroulement de ce webinaire. Alain Balsière, Ferdinand Monéger, je prends dans l'ordre hein, de l'affichage sur mon écran, Jean-Christophe Blaise, D'apparition. Malvan Boutin aussi de l'entreprise Afos, et puis Monsieur Guignard de la laiterie d'accueil qui a accepté justement qu'on s'appuie sur son expérience pour ce webinaire. Et puis Émilie Blanc qui était là en back-office pour nous apporter les réponses. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Sachez que vous allez recevoir demain un lien qui vous permettra de voir ce webinaire en replay pendant un mois et puis qui vous permettra aussi, si vous le souhaitez, de télécharger le document sur lequel on s'est appuyé pour la présentation. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.